Bon, eh bien, écoutez, nous allons pouvoir commencer nos travaux. D'abord, j'ai des excuses à vous présenter de Serge Gallier, qui a donné procuration à Jean-Philippe Thomas, et de Florence Niquillot, qui m'a donné procuration. En fin de compte, il y a 17 points à l'ordre du jour. Nous avions la 16e délibération qui devait être présentée par Florence Niquillot. Elle n'est pas forcément aujourd'hui, le timing n'est pas très serré pour cette délibération. Alors, ce que je vous propose effectivement, c'est d'attendre qu'elle revienne autour de la table pour nous présenter effectivement les choses. Ici, il s'agit des contrats de cession. Et on repassera cette délibération très rapidement, puisque nous allons rentrer dans la phase budgétaire la prochaine fois. Est-ce que vous voyez les inconvénients? On repousse cette délibération numéro 7 lorsque Florence sera là. Pas de souci. Merci. Est-ce que vous avez tous reçu le compte rendu de la dernière séance du Conseil? Est-ce qu'il a appelé des remarques de votre part? J'espère qu'elles ont été prises en compte. Est-ce que vous avez d'autres remarques à nous faire par rapport à ce compte rendu ce soir avant de l'adopter? Non? Je peux le mettre au vote? Qui compte à l'adoption du compte rendu de la dernière séance? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'il est adopté à l'unanimité. Vous avez sous les yeux, c'est vrai, une grosse alliance de papier. Alors beaucoup me diront peut-être que c'est vraiment effectivement papivore cette séance du Conseil. S'il y en a qui veulent le recevoir uniquement de manière dématérialisée, nous, ça nous arrangerait. Je crois que ça arrangerait aussi la planète. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au dématérialisé? Hein? Il y en a qui voient. Par contre, s'il y en a qui veulent encore du papier, bien entendu, on leur oui, mais d'accord, je veux dire, s'il y en a qui veulent effectivement que la mairie fournisse du papier, on fournira du papier, mais vraiment ponctuellement, parce que c'est ce qu'on se disait avec Marie aujourd'hui, quand on voit ce qu'il y a sur les tables, ça fait quand même quelques ramètres de papier, surtout qu'on est sur du recto verso. On ne peut pas faire une projection sur... Si, on pourra faire une projection également. On pourra faire également une projection, tout à fait. Comme ça, la projection, sinon... Ouais. D'accord, on fait comme ça? Très bien. Bon. Écoutez, premier point à l'ordre. Ah oui, il manque un secrétaire de séance, oui, le secrétaire. Warren, merci. Adhésion à l'Agence locale de l'énergie du climat, l'ALEC. Ce n'est qu'une reconduction. Hein. Vous savez qu'effectivement, on fait appel à l'ALEC lorsque nous avons sur des bâtiments des diagnostics énergétiques à faire. Ils nous apportent, je crois qu'ils l'ont fait pour la mairie à un moment donné, et ils nous apportent effectivement un soutien. Ça a été créé, c'est à l'initiative de la métropole, du département et de la région. Et la cotisation pour 2021 est de 495 €. Écoutez, moi je pense que quelque part, chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils sont opérationnels et ils viennent nous porter leur soutien. Tout ça est fait sous l'égide de l'ADEME. Donc on est sur quelque chose qui aujourd'hui, si vous me le permettez, je vous demande effectivement de prolonger. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'adhésion à l'ALEC? Je vais donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère que c'est pris à l'unanimité. Conseil en architecture, même topo, même punition, effectivement. Vous savez qu'on a des permanences pour les porteurs de projets, elles se font en mairie. Alors, je ne sais pas, tous les mois, Marie, c'est ça? Donc on reçoit un architecte du conseil du CAE qui vient aider les porteurs de projets quand vous avez besoin effectivement d'intégrer une habitation dans un secteur qui est peut-être des fois protégé par un monument historique.
Il est là pour donner des conseils qui vont bien ou simplement des conseils en architecture, en termes de la façade, équilibre de façade, et même des fois implantation sur des sirènes. En fin de compte, il est là sur vraiment un conseil et depuis de nombreuses années, on renouvelle l'adhésion au CAUE. Donc je crois que là on vote l'adhésion sur les tranches. Nous on est là par 2000 à 5000 habitants, donc le montant de l'adhésion est inchangé par rapport à 2020 et est de 200 €. Des remarques? Qui est contre cette adoption? Qui s'abstient? Merci beaucoup, à l'unanimité. Là, je vais faire appel peut-être à nos représentants au niveau du syndicat des eaux. Il y a là effectivement une modification des statuts. Je ne sais pas qui va prendre la parole, Jean-Luc ou Marie-Lys. C'est relativement simple d'après ce que j'ai compris. Vous l'avez voté. Il s'agit de passer d'un syndicat à vocation unique, pas à vocation unique, mais à vocation unique, à un syndicat à la carte où les communes pourront adhérer à des compétences sans être obligées d'adhérer à l'ensemble des compétences. C'est ça? C'est ça. Quelques explications? Quelques explications près, sachant qu'on aura un deuxième vote dans quelques temps parce qu'on est obligé de passer par un statut intermédiaire. Mais bon, on aura une nouvelle modification de statut d'ici 3-4 mois une fois que celui-là sera adopté, sachant qu'on est déjà inscrit à notre nouveau numéro de SIRET a été déjà changé, donc c'est pour ça qu'on est obligé de modifier aussi ces statuts pour être en accord avec notre nouveau numéro de SIRET. Ça nous permettra, ça permettra au syndicat de vivre et de continuer à exercer après 2026, puisque si le syndicat en gros n'a que des communes qui appartiennent à la communauté commune, c'est la communauté commune qui pourrait reprendre en charge l'assainissement et autres. Alors que si on a un syndicat qui a des communes hors communauté commune, ça devient un syndicat qui est viable. Contrairement à ce qui va se passer apparemment sur Montesquieu, où c'est la communauté commune Montesquieu qui va prendre, mais qui risque de lâcher certaines communes, comme Saint-Michel ou autres, de Riofray ou autres, donc ils vont se retrouver démunis, donc on risque de les récupérer. Et nous, aujourd'hui, on a des communes qui n'appartiennent pas à la communauté commune, donc c'est des avantages. Et demain, on pourra faire, comme on dit, à la carte, c'est-à-dire au lieu de s'occuper et de l'eau potable et de l'assainissement pour les communes, on pourra s'occuper que de l'eau potable, que de l'assainissement ou que des spams. Pour certaines communes, ou des 3 ou que 2, voilà, on aura vraiment quelque chose à la carte. Marie, est-ce que j'ai bien répondu? C'est pour préparer l'avenir par rapport à l'échéance de la loi NOTRe, tout simplement, pour ne pas se retrouver avec un syndicat qui pourrait disparaître en fonction des exigences de la loi NOTRe. Très bien. Nos deux représentants ont bien entendu voté positivement la délibération du syndicat pour nous la présenter aujourd'hui. Donc là, on va suivre l'avis de nos représentants si vous le voulez bien. Des remarques? Oui, j'ai une petite question. Et en termes de coûts, de cotisation, de participation de la part de ces communes qui ponctuellement souhaiteraient un service à la carte, comment ça se passe du coup en termes de participation au budget? Aujourd'hui, ce n'est pas une participation au budget, le syndicat fait payer l'eau, le mètre cube d'eau usé ou le mètre cube d'eau potable aux abonnés. C'est pas la commune qui fait une participation. Non, c'est toujours l'abonné qui paiera. Après, c'est en direct avec l'abonné. Comme c'est aujourd'hui pour nous par rapport à ce. Il n'y a pas de service supplémentaire. Ce sont des comptes d'exploitation. Et il y a deux budgets différents. Le budget assainissement, le budget eau potable. Oui. Ça a été scindé il y a quelques années maintenant, puisque c'était un budget unitaire. D'autres remarques à partir de l'instant? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci.
Merci beaucoup. Désignation du référent PLUI. Donc il faut deux titulaires en suppléant, mais en fin de compte, d'après ce que j'ai pu comprendre, effectivement, tout le monde est invité. Donc moi, au niveau du PLUI, il y a des gens qui travaillent au niveau de la commission d'urbanisme, au niveau du PLUI. Moi, j'aurais à proposer effectivement Jean-Marc Depuit, Jean-Luc Desgudes et Denis Pernin. Est-ce que cette proposition, ça, ce sont des gens qui sont aujourd'hui effectivement sur la commission, qui font du bon travail et qui effectivement, et comme tout le monde sera, il y a deux titulaires suppléants, mais tout le monde doit être invité et tout le monde pourra y aller. Mais c'est la loi qui dit deux titulaires et un suppléant, mais autrement, effectivement, l'ensemble, on l'a vu au photo, tout le monde est là. Il y a un problème particulier par rapport à cette nomination? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Prestation de lavage avec le centre de soins. Bon, mais ça, c'est pour le linge, plus particulièrement des écoles, ou même simplement uniquement des écoles. Donc, le tarif, il reste le même qu'en 2020. À 2,14 € hors taxe le kilo. Je voudrais dire que ce n'est pas énorme ce que nous amenons au centre de soins, mais c'est très pratique de l'avoir là. Peut-être qu'un jour on sera obligé de passer par une prestation autre si la laverie au niveau du centre de soins, qui aujourd'hui connaît quelques petits soucis de rentabilité, se retrouve à être fusionner avec des laveries un peu plus grandes. Nous sommes en train de travailler, de nous battre pour que cette laverie puisse rester sur le secteur. Alors, je pense qu'on va y arriver. Et on est aujourd'hui sur des coûts qui sont des coûts un peu élevés par rapport aux moyennes départementales et nationales. Donc il y a un travail qui doit être fait là-dessus de telle manière à faire en sorte de pouvoir garder effectivement ce service sur tout l'ensemble. Et pour moi, c'est essentiel. Donc on a gardé les cuisines, on va garder quand même la laverie. Voilà. Bon, donc c'est le tarif qui est fixé sur 2,14, ça fait 2,57 TTC. Il y a des remarques là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Marie, je vais m'adresser à vous là, parce que c'est vous qui avez effectivement vu avec Yann par rapport effectivement à l'installation au groupement de commandes pour l'achat de matériel destiné aux technologies d'information et de la communication, ou peut-être Jean-Philippe Thomas qui va nous compléter, parce que je crois qu'il y a des explications. Aujourd'hui, il y a un groupement d'achat qui est fait au niveau du département. Au niveau de Gironde numérique, il y a ce syndicat mixte, effectivement, nous propose d'adhérer. Vous avez vu que dans les pièces annexes, il y a énormément de communes qui ont adhéré à ce service. Ça nous permet de faire des économies en termes d'achat, ce groupement d'achat. Je laisse la parole, Chapi. Oui, c'est parti de Yann qui travaille sur la commune le vendredi, qui est là pour l'entretien et tout ce qui touche à l'informatique sur la commune, pas que les écoles, mais aussi la mairie ou autre. Et effectivement, il faut que je parle plus fort. Ouais. Et il a fait un bilan un diagnostic sur tout ce qui touche à l'informatique au niveau de la commune, que ce soit sur la mairie ou sur les écoles. Et il s'avère qu'on a quand même pas mal de matériel qui arrive en fin de vie, notamment aux écoles. Et donc on lui a demandé de faire un devis général sur l'ensemble des besoins. Et lui nous a dit effectivement qu'il était intéressant d'adhérer à ce groupement d'achat pour une bonne raison, c'est que, je n'ai pas le prix en tête, mais sur un devis proposé, très très souvent, il arrive que lorsqu'on passe commande, à l'arrivée la facture est moins élevée, ça peut aller de 10, 20, 30%, il a même dit jusqu'à 50%. Parce qu'effectivement, comme ça rayonne sur un grand nombre de communes au niveau du département, forcément, il y a beaucoup de commandes et ça fait chuter le prix. Je ne dis pas qu'on aura forcément 50% sur ce qu'on commandera,
Mais il me dit, en règle générale, tous les ans, on a au moins 10-20% en dessous de du devis présenté et de la facture présentée. Donc, comme il y a beaucoup de matériel qui a besoin d'être changé, il me semble que c'est intéressant d'adhérer à ce groupement d'achat. Quel type de matériel? Pas les tableaux numériques? Ordinateur, tableaux numériques. Déjà les tableaux numériques? Ah ben, la classe mobile commence à avoir plusieurs années. Il avait déjà soulagé l'année dernière pour la faire tenir, mais au bout d'un moment, ça arrive vraiment au bout parce que c'est quand même du matériel, on utilise des applications nouvelles ou des logiciels et bon, après c'est dépassé, donc c'est quelque chose d'un peu plus performant. Donc l'idée c'est vraiment d'y adhérer. Du coup, c'est des achats groupés. Est-ce qu'il y a un délai plus grand? Est-ce que c'est des commandes annuelles? Est-ce que c'est selon le besoin? Et tu es obligé d'attendre que d'autres communes commandent pour ça? Non, c'est sur la globalité si toi tu veux commander, mais comme eux ils ont plusieurs commandes un peu partout, notamment on arrive à cette période de budget où la plupart des communes ont des besoins, donc forcément les communes qui sont adhérentes commandent. Si je ne sais pas, si je prends un exemple, je prends Serros mettons une grosse commande, Cadillac une autre grosse commande, Créon une grosse commande, Podensac aussi, et si c'est forcément ça ferait chuter les prix de par la quantité de commandes. Pour ceux qui connaissent l'UGAP, Ouais, c'est exactement la même chose. L'UGAP, on l'utilise un petit peu partout. Bien de compte, il passe les appels d'offres. Par exemple, quand on a acheté la balayeuse, on l'a trouvé à l'UGAP, parce que l'UGAP avait passé effectivement un appel d'offres sur ce type de balayeuse, et c'est eux qui l'avaient emporté. Donc effectivement, quand on passe par les groupements d'achat, on a effectivement, puisque on a un phénomène de massification, et donc pour les entreprises, à partir du moment où effectivement il y a cette massification, on obtient des résultats assez intéressants. En fin de compte, l'appel d'offres, il est lancé avant nous. Nous, on ne va pas lancer un appel d'offres pour acheter 5 ordinateurs. Et par exemple, effectivement, s'il y a un appel d'offres qui est lancé au niveau du département sur 5000 ordinateurs, donc effectivement, on va bénéficier, nous, du coût individuel de chaque ordinateur lorsqu'ils sont achetés par 5000 plutôt que par 5. Et le prix ne sera certainement pas le même. C'est un peu ça, hein? Oui, c'est ça. Comme l'UGAP. Du coup, ça nous laisse le choix quand même du matériel que l'on veut ou Oui, ça va alors, tout matériel qui il y a une liste restreinte? Moi, si tu veux, on a laissé la main à Yann, qui est quand même connaisseur dans le domaine, de faire l'inventaire et d'aller regarder ce qui est le plus intéressant, pas forcément le plus cher d'ailleurs, mais ce qui est le plus intéressant en rapport qualité-prix pour les besoins, que ce soit de l'école ou de la mairie. Là-dessus, on y a fait totalement confiance et je pense que c'est quand même quelqu'un qui connaît bien son job, donc on lui fait confiance. C'est pas moi qui lui dis, par exemple, tiens, j'ai tel type d'ordinateur, tu vas me dire, si tu prends celui-là, il fait 100 € de moins, mais il est tout aussi efficace, donc voilà. On lui a laissé la main là-dessus. Oui, il a le choix, c'est pas le forum de numérique qui nous impose du matériel. Et après, je te rassure, Jean-Luc, si on veut pas passer par eux, on passe pas par eux. Non, c'est pas la question. Lui, il a le catalogue et lui, Et si effectivement nous on trouve que c'est un peu cher, effectivement, et puis qu'il y a un fournisseur local qui peut effectivement et qui a des opportunités, on va aller vers l'autre. Il n'y a pas d'obligation. Hein. C'était savoir s'il y avait un seul modèle imposé ou si on avait un choix de. Non, c'est un catalogue. Voilà, c'est un catalogue. Voilà. Ils ont fait un appel d'offres sur plusieurs. Un appel d'offres sur peut-être effectivement une dizaine d'ordinateurs portables, un appel d'offres sur une, je sais pas, sur des switches, oui, voilà. Donc l'adhésion, effectivement, pour nous, elle est importante parce qu'à ce moment-là, on peut rentrer dans le système si on veut. Hein, comme l'ont fait pas mal de communes. Est-ce qu'il y a des remarques autres là-dessus? Elle est gratuite, je crois. Non? C'est gratuit. Alors, on peut faire quelque chose sur une adhésion à un groupement. C'est Girondin numérique, c'est ça. Bon. S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Sens. Merci beaucoup. On va passer à la délibération numéro 7 maintenant. C'est l'ouverture de crédit par anticipation sur la section d'investissement. On y va et on explique pourquoi on ouvre des crédits par anticipation, c'est pour ne pas freiner un petit peu les choses. Oui, en effet, on a besoin d'ouvrir par anticipation quelques lignes de crédit pour engager quelques travaux
seront imputés sur la section d'investissement sur le budget 2021. Alors comme vous le savez, le budget 2021 n'étant pas encore voté, nous avons une obligation d'ouvrir ces lignes de crédit et comme les textes nous donnent l'opportunité, en fait, c'est d'ouvrir ces lignes d'investissement à hauteur de 25% du budget d'investissement de l'année 2020. Donc pour les dépenses d'investissement de l'année 2020, on était à 1 744 495,22 €. Donc, ce qui veut dire qu'on peut aller jusqu'à 436 123,80 € d'ouverture de crédit. Alors on n'ira pas jusque-là, je vous rassure, mais simplement les quelques lignes qui suivent dans le tableau qui suit dans la délibération, et notamment pour régler une opération qui avait été démarrée sur le budget 2020, qui est la fourniture et la pose des 2 tables de ping-pong à l'école élémentaire. La fourniture d'un mât pour l'installation de la vidéoprotection dans l'enceinte du domaine Chavard. L'acquisition d'un outil informatique pour le service technique, d'un matériel de ménage pour la mairie, d'une extension de réseau électrique à solder chez Enedis, ainsi que les travaux et interventions de travaux au niveau des regards des eaux pluviales, au niveau de la croix de mission auprès des phages, ce qui nous fait pour ce que je viens de vous citer, un montant d'ouverture de crédit à hauteur de 18 148,46 €. Il y a des questions, des remarques? Moi, je n'ai pas très bien compris. Madame Ça Saint. fait partie du budget 2020. Non, ça fait partie du budget 2021. Mais comme on ne l'a pas encore voté, Voilà. on est obligé de passer une délibération pour ouvrir des lignes de crédit. Et la réglementation nous autorise à ouvrir des lignes de crédit à hauteur de 25% du budget de l'année dernière. Donc c'est juste pour justifier qu'on peut faire des ouvertures de lignes de crédit à hauteur de 436 123,80 €. C'est juste pour Et c'est pour cela que l'on vient devant l'Assemblée délibérante. Parce qu'une fois que le budget est voté, on n'a plus besoin effectivement de venir dans l'Assemblée délibérante. C'est avant le vote du budget, c'est pour ne pas freiner les opérations et surtout pour certaines opérations qui vont être en route et qui sont urgentes, et plus particulièrement le problème d'eau pluviale au niveau de la croix d'émission, là où on a des écoulements qui ne se font pas, c'est récurrent, on ne sait pas trop ce qui se passe, et j'espère qu'on va avoir trouvé la bonne solution là-dessus. Des situations qui ont engagées qui ne peuvent plus attendre. C'est ça, et puis on prend des pénalités. Dans les délais légaux, mais en même temps, il y a la réalité du quotidien. Après on a 446 000, on peut aller sur 446 000, là, on est sur 18, là. Sur 436, 438. Voilà. D'autres remarques? Je vais passer au vote alors. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Merci. La délibération suivante, en fait, nous avons fait un retrait de délibération. Et pour mémoire, on avait déjà eu l'occasion de traiter cette délibération lors du conseil du 17 décembre 2020. Et pour les explications, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le cadre du solde, du suivi des finances par notre ancien trésorier, M. Maximilien, il y avait quelques erreurs d'écriture qu'il fallait rebouger, et notamment cette subvention du conseil régional qui avait été imputée au mauvais article 13-22 au lieu du 13-12. Fort des premières réunions avec le nouveau percepteur, il nous a dit qu'en fait la démarche n'était pas celle qu'il fallait faire, donc il nous demande de sortir cette délibération pour que prochain conseil, dans le cadre du vote du budget, en fait, on clarifie complètement cette situation. Ça sera réaffecté dans le cadre du prochain exercice, donc 2021.
rien de purement Donc voilà, administratif. il nous demande, c'est vraiment une délibération technique et qui nous demande de rapporter cette délibération. Sur les conseils du receveur, il y a peut-être eu une incompréhension d'un côté comme de l'autre. En fin de compte, c'est de l'argent qu'on a rentré. Hein. C'est une recette, mais elle n'a pas été affectée au bon endroit. Donc nous allons rectifier ça au moment du budget 2021. Est-ce que vous voulez d'autres explications? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors la délibération suivante concerne les travaux de voirie 2019 qui avaient été réalisés et notamment sur l'ensemble des travaux qui avaient eu lieu en face de l'ancien cimetière avec la création de la piste cyclable en démarrage de voie ferrée et puis la reprise des trottoirs, des enrobés et les aménagements du monument aux morts. Lors de ces travaux, comme au nombre de travaux, on a eu des plus-values, des moins-values, ce qui nous amène en fait à la fin de l'exercice, à la fin de ce chantier, à une moins-value que l'on est obligé de passer dans le cadre d'un avenant que vous avez sous les yeux. Donc, dans le cadre de la délibération du 15 juillet 2019, nous avons attribué le marché à Eiffage Route pour un montant des travaux à 112 264,08 € TTC. Les travaux réalisés s'élèvent à 109 947,19 € TTC, ce qui amène une moins-value de 1930,74 € en hors taxe. Et la délibération porte en fait sur l'autorisation du conseil à signer cet avenant avec la moins-value correspondant du chantier. Il y a une question? Ce qui fait 2316,89 TTC. Merci. Donc voilà, c'est effectivement les travaux terminés. Aujourd'hui, il y a les plus et les moins, et on se retrouve effectivement avec. Ils n'ont pas de solution, c'est pas bien au niveau du taux. Alors, si on peut rentrer dans le détail là. Voilà, je suis passé dernièrement, j'ai vu qu'il manquait, j'ai vu effectivement c'était dans le stage qu'il avait pour devenir un expert, si j'ai bien compris. C'est ça. Les travaux là se terminent, les pavés manquants vont être reposés, mais par les services techniques en régie. Ça avait été convenu. Et à l'heure actuelle, donc la borne a été reposée, sortie, surélevée, reposée. La borne manquante dans l'enceinte du périphérique extérieur du cimetière a été recréée. À l'heure actuelle, les services techniques sont en train de reprendre les peintures des chaînes qu'il y avait en périphérie du monument. Et une fois qu'ils viendront reposer les chaînes, ils reposeront les pavés et il y aura un nettoyage complet par les services techniques aussi de l'ensemble de la statue. Voilà. Mais c'est pas un oubli, c'est que voilà, ça va suivre. Ça va suivre dans les jours qui viennent. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération suivante porte sur l'achat d'un véhicule. Et nous avions eu l'occasion d'en débattre en commission et de valider cette démarche. Depuis plusieurs années, nous avions conventionné avec la société Trafic Communication. Et par 2 contrats renouvelés entre 2011 et 2014, puis 2017 à cette année 2021. Un véhicule donc, avait été mis à disposition de la commune gratuitement contre publicité et contractualisation avec les commerçants du territoire.
cette convention arrive à son terme et la collectivité a souhaité racheter ce véhicule. L'offre faite par la société Trafic Communication après négociation est portée à 4 200 € hors taxe. Et donc on vous demande la possibilité de valider ce rachat de véhicule qui sera propriété de la commune à partir du mois d'avril. Oui, c'est ça. Avril-mai, oui, il va devenir tout blanc. Avec la contrepartie, bien évidemment, dans le fin de session de contrat, c'est le retrait des publicités. La collectivité a 2 mois pour retirer l'ensemble des publicités pour banaliser effectivement ce fourgon. Mais bon, ce fourgon a été bien entretenu, il a fait très peu rouler, une cinquantaine de kilomètres, hein, c'est ça. Donc il fera encore pas mal de temps. Donc je pense que c'est une bonne affaire que de le garder plutôt que de le remettre dans le service, même s'il a acheté un autre. Celui-là, il fera encore plusieurs années. Qu'est-ce qu'il y a comme remarque là-dessus? Vous voulez dessiner pourquoi? Oui, madame. Pardon? Vous l'utiliserez comment pour quelle fin? Le fourgon comme on l'utilise depuis 8 ans. Hein. D'accord, mais désormais, ça sera la même utilisation. Ah oui, on l'utilise au niveau des services techniques. Et en fin de compte, on va pas changer son utilisation. Hein. Il va rester affecté au service technique, mais au lieu d'être, il n'y a qu'un changement de carte grise à faire pour le mettre au nom de la commune de Bourensac, puisqu'on paye déjà le carburant, l'entretien, l'assurance. Rien ne va changer, sauf qu'effectivement, il sera à nous. Il restera donc dans son utilisation première. D'autres remarques? On va procéder dans le même sens. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère que c'est pris à l'unanimité. La délibération suivante porte sur l'approbation du règlement intérieur des jardins partagés. Alors pour mémoire, en 2017, le conseil municipal avait validé un premier règlement intérieur portant sur la gestion quotidienne de ces jardins partagés à titre individuel. Nous verrons dans la délibération dans la suite de la délibération qu'il y a de nouvelles affectations à venir en termes d'utilisation de ces jardins et notamment la mise à disposition d'une parcelle intergénérationnelle qui sera mise à disposition d'une nouvelle association qui vient de se créer sur la commune qui s'appelle les Univers de Garonne. Et afin de pouvoir partager le fonctionnement entre les parcelles des jardins partagés qui sont sous gestion, accompagnement de gestion par l'association Histoire Fontaine et Vieilles Pierres, comme depuis 2017, il est demandé d'approuver ce règlement intérieur pour la gestion complémentaire des jardins de la parcelle intergénérationnelle. Non. Oui? Non. Des questions? Des questions peut-être là-dessus? Oui? Une petite remarque qui n'aura rien à voir avec le reste, c'est simplement penser à changer dans les conventions de partenariat la date du conseil municipal. C'est pas tout ça. C'est marqué jeudi 11 mars. Ah, très bien. Sur les deux conventions de partenariat. Merci. Très bien. Juste, si je peux me permettre de rajouter que effectivement, en ce qui concerne le démarrage de la parcelle intergénérationnelle, j'essaie de parler plus fort. Donc ça part bien sûr avec un projet avec les écoles,
sur un projet pédagogique avec les écoles, avec le centre de soins. Peut-être, je suis obligé de dire peut-être aujourd'hui parce que c'était déjà d'actualité il y a un an avec le centre aéré, sauf que depuis, il y a eu quelques petits remaniements ministériels dans l'organisation des centres aérés, donc je ne sais pas si les nouveaux, on va dire, qui sont en responsabilité du centre aéré pour l'instant seront partants, enfin que je les voie pour savoir s'ils sont partants. Donc on est parti là-dessus. Sachez que ce projet est suivi par l'ensemble des délégués de l'école et que dans tous ces délégués de l'école, on a extrait, pour ça je fais une petite parenthèse, les délégués de CM1, CM2 qui sont désormais le conseil municipal des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on a voulu gagner du temps, on a déjà perdu assez de temps pour le démarrage de ce conseil municipal des jeunes, et que les élections des délégués se font sur un principe très démocratique avec candidats, programme et vote, avec une urne, enfin, ça se fait de façon tout à fait réglementaire. Et on s'est mis d'accord avec l'équipe éducative pour démarrer ce conseil municipal des jeunes sur ces enfants-là, qui sont en CM1, CM2. On a étoffé de 2-3 noms supplémentaires de CM1, CM2 qui étaient suppléants des titulaires, de manière à avoir un groupe de 9, en sachant que les CM2 de cette année seront toujours membres l'année prochaine, mais seront de fait en 6e, et donc on aura une porte d'entrée avec le collège aussi. Enfin, c'est le principe, on a démarré comme ça pour gagner du temps. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, M. Thomas. C'est pas notre remarque, je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Juste un petit supplément que j'ai oublié. Pour la commission école, l'élu qui va suivre le projet jardin, qui est aussi le projet porteur du conseil municipal des jeunes, c'est Hélène de la Torre. Pourquoi Hélène? Parce que il y a Nathalie Fajol d'un côté, avec qui j'ai déjà eu des rendez-vous avec la directrice sur site pour voir où c'est l'endroit pour discuter. Elle travaille à la maison de retraite. Hélène travaille à la maison de retraite. Et de fait, comme il y a la maison de retraite qui est partie prenante avec Sabrina et Bruno, les représentants de l'animation de la maison de retraite, sont à même d'être ensemble et de se voir et donc d'être plus réactifs sur les décisions à prendre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Hélène avec ça. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Merci. On va passer à la délibération numéro 12 de Pascal, ce qui concerne peut-être la maîtrise d'œuvre au niveau du stade de Portefeuille. Oui, donc en 2020, nous avons lancé une consultation de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la pelouse du stade Portefeuille en pelouse synthétique. Donc il y a 3 maîtres d'œuvre qui ont répondu au rapport d'analyse des offres. L'entreprise Alain Gaifi pour une somme de 23 980, Arline pour une somme de 28 160 € et Atletico pour la somme de 34 955. À l'issue de la consultation, l'offre la plus intéressante, bien sûr, est, comme vous l'avez certainement, la maîtrise d'œuvre d'Alain Gaifi. La mieux disant. Ouais. Aujourd'hui, bien sûr qu'on a besoin d'une maîtrise d'œuvre pour avancer sur les travaux du stade Portefeuille, mais aussi pour préparer, je veux dire par là, les demandes de subvention pour aller plus loin. Tout à fait. Donc on a besoin effectivement à ce stade-là de se positionner sur une maîtrise d'œuvre. Il y a eu trois réponses effectivement, et le mieux disant, mais sur un dossier qui était quand même assez technique, qui tenait techniquement à la route, effectivement. C'est M. Gelfi qui a fait la meilleure offre, et c'est pour cela qu'on vous propose avec Pascal de choisir donc Gelfi Ingénierie pour la maître d'œuvre sur ce projet de Portefeuille. Une intervention sur ce sujet, si vous me permettez. Bien sûr. On souhaitait juste remettre un petit peu en vision le budget global que vous avez prévu sur ce dossier, puisque là, il s'agit de 20 000 €, 23 000 € d'honoraires, mais donc en général, c'est 10% d'une somme globale. J'ai plus en mémoire, mais en tous les cas, il faudrait que vous nous rappeliez le montant du projet. Ça, c'est le premier point d'intervention. Deuxième, il y a aussi les vestiaires, les Algeco à côté,
Et ça sera Ce sur qu'avez-vous notre page. prévu? Là aussi, c'est une autre question, parce que moi, personnellement, je ne me souviens plus. Il y en a une autre qui porte aussi plus largement sur le stade actuel. On sait que les questions de sécurité liées à la tribune sont quand même en situation délicate. Est-ce que vous avez, si je peux me permettre de terminer mes propos, c'est juste de voir est-ce que vous avez prévu dans le cadre sportif, plus largement, d'intervenir sur ce sujet-là, puisque si nous intervenons, enfin moi j'interviens au nom de l'équipe pour nous s'accueillir, c'est qu'on avait prévu nous de notre côté un projet évidemment beaucoup plus large, qui n'était pas seulement un projet qui était lié au football, pas un terrain satellite, il y avait une réflexion que souhaitait une partie des habitants sur plutôt une plaine sportive avec d'autres activités. Alors c'est quelque chose qu'on avait étudié, qu'on avait financé, on n'était pas parti là-dessus là déjà. Voilà. Je voulais juste remettre un petit peu en perspective, parce que j'ai plus trop, moi personnellement, les éléments du besoin et puis les éléments chiffrés au regard de ce montant-là. Pascal, tu peux répondre ou... Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'au départ, cette maîtrise d'œuvre, c'est juste pour la peau synthétique et l'éclairage. Et après, effectivement, on a pour but de se lancer pour aller plus loin. Donc, effectivement, on lancera les chiffres qu'on vous donnera au niveau du conseil municipal. Mais pour l'instant, cette maîtrise d'œuvre, c'est juste pour commencer le démarrage au niveau de la peau synthétique et de l'éclairage qu'on a besoin. Après, pour le reste, il faut attendre et on se projette. Quel projet depuis en tête? Comment? Le synthétique, quelle est l'enveloppe, la prévision? C'est difficile de dire aujourd'hui, en fonction effectivement du terrain qui va être choisi, mais c'est vrai qu'aux alentours de 800 000 euros, c'est à peu près ça pour un terrain synthétique. Sauf que derrière, nous avons des subventions qui vont tomber de la Ligue. Vous verrez plus tard qu'effectivement, au niveau des subventions, dans les prochaines délibérations, on se débrouille pas trop mal, parce qu'effectivement, vous allez regarder. On est en train de faire un partenariat avec le collège, de telle manière à ce que le département puisse doubler la subvention du département à partir du moment où, effectivement, il y a l'équipe de football, enfin, que le sport on appelle ça, c'est le sport au collège. C'est pas vraiment sport-études. Comment? Non, c'est pas le sport-études. C'est pas sport-études, c'est une école, c'est la section football. Donc là, effectivement, si on arrive, donc c'est fait, c'est en route, on va avoir effectivement. Et puis on aura très certainement ce qu'on appelle de la DETR là-dessus. Ce qui fait que, bon, on espère effectivement sur une réalisation comme ça, atteindre largement les 70% de subvention. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques, à part celle de Denis Pernin, qui est contre cette délibération, qui s'abstient? Madame Sens, Monsieur Le Barbier, Monsieur Pernin, non, les 5. Ça vient les uns après les autres, mais c'est au moins on a le résultat, effectivement. Connaître ça, ça veut dire s'abstenir. C'est bien ça. Dans sa totalité. Merci. La 13. Alors, la délibération suivante porte sur la réhabilitation du pavillon Chava en lieu d'accueil associatif et de loisirs à destination des jeunes et porte sur la subvention allouée par la caisse d'allocation familiale de la Gironde. Donc les montants, le coût global des travaux s'élève à 340 000 euros hors taxes. Plan prévisionnel de financement au niveau des dépenses sur la réhabilitation du pavillon, 335 465 avec des frais annexes et imprévus à hauteur de 4 535 euros. Donc le coût global à hauteur de 340 000 euros, je vous disais tout à l'heure. Pour les recettes,
nous avions d'ores et déjà une DETR fléchée à hauteur de 35% du hors-taxe, ce qui équivaut à 119 millions d'euros. Le DETR dérogatoire. Une recette au niveau du département à hauteur de 110 160 euros. Le fonds CNAF à hauteur de 68 000 euros et le reste en autofinancement de la commune à hauteur de 42 840 euros. En montant total des recettes à hauteur de 340. J'ai bien dit le DETR dérogatoire pour la bonne et simple raison, c'est que ce genre d'opération, la DETR, elle est de 30% plafonnée à un montant de 800 000 euros de travaux. Et donc, l'architecte des bâtiments de France nous a imposé 2 ou 3 petites choses sur le pavillon Chavat qui n'auraient peut-être pas forcément changé le cours des choses en termes de coûts de chantier, mais j'ai quand même argumenté le jour de la commission que par rapport aux contraintes qui nous étaient imposées par l'architecte des bâtiments de France, on pouvait obtenir effectivement 5% de subvention de plus que j'ai obtenu de l'Assemblée lors de la réunion en préfecture. C'est pour ça qu'on est effectivement à 35%. Mais je disais tout à l'heure par rapport aux subventions, j'ai dit, je crois que je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'est remarquable parce que là, effectivement, là on est sur un coût global d'opération de 340 000 euros. On a ouvert les plis. Il y a encore 2 lots, effectivement, qui sont en balance parce qu'ils ont été infructueux. Je vous en parlerai tout à l'heure, il ne faudra pas oublier que j'en reparle. Mais on est sur effectivement un financement, un montant d'opération de 340 000 hors taxes. Et la part de la commune est de 42 000 euros. Ce qui fait qu'on est largement subventionné là-dessus. On est allé chercher effectivement, bien souvent avec les dents un peu, mais on est allé chercher effectivement l'argent nécessaire à la réhabilitation du pavillon Chavat ne coûtera à la commune que 42 840 euros. Nous aurions même pu avoir plus, parce que l'objet de la délibération, c'est bien l'avenant auprès de la CAF qui, en fait, toute subvention cumulée, nous amenait à un autofinancement inférieur aux 20% qui sont incontournables pour tous les projets de la collectivité. On ne doit pas aller en deçà des 20% d'autofinancement de la commune. Donc la délibération porte sur un ajustement de cette dotation de la part de la CAF pour rééquilibrer et que la part communale revienne bien à ces 20%. On était aux alentours de 85, 86, 87 même 87%, lorsqu'on mettait tout en perspective, sauf qu'on nous met un taquet et en nous disant effectivement la part d'autofinancement ne doit pas être inférieure à 20%. Juste en annexe, vous pouvez nous dire à quoi servira exactement ce bâtiment? On déplace le centre de loisirs de telle manière à ce que les enfants... C'est le centre de loisirs. Oui, mais on essaiera de mutualiser un petit peu plus les choses. Non, parce que quand vous parlez d'association, il y aura à un certain moment, quand ce ne sera pas centre de loisirs... Aujourd'hui, on a des demandes. Si effectivement il y a du monde associatif qui vient, et puis particulièrement... puisqu'on a une demande un peu particulière sur une école de musique, effectivement. Il est fort possible que ce bâtiment, qui est un petit peu à l'écart de tout le reste, effectivement, puisse servir de répétition pour une école de musique. Ce serait très bienvenu. Et lors de la visite, qui d'ailleurs était très intéressante, on avait évoqué le fait qu'il puisse y avoir une aire de jeu à côté. Ça va être possible ou pas? Ce sont 2 projets qui sont à construire complètement différemment et indépendamment les uns des autres. C'est en réflexion parce que quand on voit ce qui s'est passé avec les inondations et tout, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à l'aire de jeu de Pointe. Alors, si vous avez suivi mes propos lors de la visite du pavillon et du parc, on avait bien détaillé cette question de cette aire de jeu. Elle ne pourra pas recevoir des équipements à l'identique de ce qui peut se faire éventuellement au niveau du port.
parce qu'il y a des restrictions dans le cadre du périmètre du monument historique. Vous avez des restrictions de taille de jeu, de typologie de jeu, dans des matériaux bien précis. Et il faudra que le projet présenté dans le cadre de cette possible aménagement de jeu à l'intérieur du parc soit validé tant sur sa destination, sa localisation dans le parc, que sur la typologie des jeux qui seront choisis avant l'implantation. C'est quoi Ça fait deux fois. Donc pour l'heure, c'est des projets qui sont à construire complètement indépendamment. Et ces jeux-là, dans l'idée, ne seraient pas à destination forcément des 6-12 ans, mais peut-être plutôt à une tranche d'âge inférieure, qui permettrait aux parents et aux enfants en bas âge de pouvoir venir dans le parc un peu plus sereinement que partager une aire de jeu avec des enfants plus grands, avec les contraintes que l'on peut connaître. Donc ça, ça est pour l'instant entre les mains des commissions concernées. Et si je me permets de revenir là-dessus, c'est que tout à l'heure, par rapport au projet qui était présenté là, au Lidl, là, on a parlé qu'il y avait une réflexion pour un skatepark. Donc là, actuellement, il y avait une espèce de truc de skatepark qui a été inondé également. Est-ce que dans ce projet du skatepark, il y a également l'aire de jeu pour les plus petits? Là déjà, nous, la commission a travaillé dessus. Ça fait 2 ans qu'on est dessus, un peu plus. Et aujourd'hui, on est en train de le remettre en place, pour savoir, effectivement, déjà, il faut trouver la place pour le mettre, avant de dire qu'il va en avoir un. Donc, trouver la place, et après, effectivement, nous, effectivement, c'est ce qu'on voudrait, un skatepark après ça. D'accord, mais avec le skatepark, est-ce qu'on pense aussi aire de jeu pour les plus petits? Alors, on pense à des modules plus petits. Alors, dans un premier temps, un gros module, et dans un second temps, pour que le budget soit partagé, des modules pour les plus petits, en complément, mais toujours sur le thème du skatepark. D'accord, mais il y a vraiment une aire de jeu, par exemple, comme on a vu à Bégaye, où il y a un truc qui est en zone inondable également, mais qui est entretenu à Bégaye. Ah si, on le voit depuis la dernière. Oui. Et ça ressemble un peu à notre city. Oui, il est bien entretenu. Ils ont été inondés aussi. Non, ils ont été inondés, mais voilà. Si vous voulez, dès que l'eau est partie, c'était utilisable. C'était déjà. Donc ma question, c'est est-ce que ça fait partie de la réflexion? Oui, mais bon, on va nous faire un entretien régulier. J'avais une petite question par rapport à la capacité d'accueil. Excusez-moi, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que ça fait partie d'une réflexion ou pas? Oui, non? Bien sûr que ça fait partie d'une réflexion. Bien sûr que ça fait partie d'une réflexion. D'accord. Forcément, avec ce qu'on vient de vivre effectivement aujourd'hui par rapport à l'inondation, je vous dirais qu'en 1930, elle est passée par le mur du château et qu'elle a inondé aussi effectivement du côté des tennis dans le coin et inondé pas loin du pavillon. Hein. Donc si on mettait une aire de jeu là-haut, elle serait inondée aussi beaucoup moins, mais elle est passée par le mur du château en 1930. Oui, après il y a le côté inondation et il y a le côté matériel. Non, mais on vous a expliqué tout à l'heure qu'effectivement, là on était sur un parc classé. Oui. On ne pourra pas faire effectivement n'importe quoi. Donc effectivement, soit on réhabilite les bords de Garonne, ça c'est la réflexion de la commission, soit on réhabilite les bords de Garonne et on fait des jeux sur le bord de Garonne à l'emplacement de là où ils sont, parce qu'effectivement là ils sont complètement détruits. On a fait une déclaration au niveau de l'assurance par rapport à ça. Soit on s'oriente effectivement du côté du château pour des jeux beaucoup plus spécifiques et dont on n'aura pas forcément la même quant à les dispositifs qu'on devrait mettre en place, mais ce sera plutôt effectivement la DRAC qui nous expliquera ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et si on peut vraiment le faire. Après, peut-être qu'il y a d'autres enfants, puisqu'on réfléchit à mettre un skatepark.
peut-être réfléchir aussi à mettre un toboggan, je ne sais pas, des choses pour les plus petits. Oui. Il nous semble quand même que l'analyse globale, mais là il ne faut pas être grand clair pour observer ça quand même, hein, que sur le sujet de l'aire de jeu, je sais où elle est, c'est assez inondable, mais c'est pas d'aujourd'hui, elle se trouve quand même cet endroit-là. Ouais, voilà, ça c'est une première observation. La deuxième, à 17h le soir en hiver, de toute façon on n'y va plus. De toute façon, les parents, c'est pas moi qui vais, j'ai pas d'enfant. Mais par contre, on en voit. Et plein de parents nous ont dit, vous savez, le soir, la sécurité à cet endroit-là, ça craint. Donc, c'est inondable, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. De 2 à 17h le soir, on peut plus l'utiliser. Il nous semble quand même que c'est un sujet, alors il y a Chava, tout ça, parfait, hein. On y court et on accompagne, mais c'est quand même un sujet que de se poser des questions sur, justement, l'aire de jeu pour les enfants. Mais si je comprends bien, effectivement, il y a des membres excusez-moi, mais c'est inondable depuis très longtemps. Oui. Il y a des membres de Prudensac à venir qui sont dans la commission de Pascal Beau, là. Non. Non mais attendez, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est à l'endroit où elle est. Je crois pas. Ah oui, ça fait un moment qu'elle est là. Oui. C'est inondable depuis quand? Et ça fait combien que ça fait? Non mais on est bien d'accord, Vous avez constaté que moi, la Garonne a débordé. Non mais c'est là ça, est-ce qu'on peut réfléchir à un endroit? C'est bien ce qu'on est en train de dire, la réflexion doit se faire en commission. Et ça, on peut vous dire qu'effectivement, là on va pas faire le travail de la commission ce soir, on serait bien d'accord. S'il y a des membres effectivement de Prudensac à venir qui devraient faire partie de cette commission pour mener cette réflexion, il faut la rejoindre. Mais c'est pas qu'une histoire de commission de culture, c'est une histoire de vision. D'accord, ok, on va passer, on verra ça en commission, voilà. Ça ne pose aucun problème. Mais enfin, comprenez quand même que sur le sujet de l'inondation, il me semble que ça fait longtemps que ça inonde comme ça. Et qu'avant même, on avait des inondations depuis des années et cette terre s'est trouvée là. Et il se trouve que c'est vrai qu'il faut s'activer dans cette commission, si on peut y participer, on le fera. Tout à fait. Mais en tous les cas, merci. Ouais. Mais c'est un sujet. C'est un sujet qui est toujours présent, c'est ce que je veux dire. Alors, il y en a d'autres sur l'évolution des choses, avec le centre de loisirs, tout ça, mais c'est vrai qu'il faut y penser parce qu'il y a une demande. Nous, en fait, on répercute. Moi, je pense qu'effectivement, il est jamais trop tard pour bien faire. Effectivement, je pense que si vous n'aviez pas effectivement rejoint cette commission, il faut la rejoindre. Hein, voilà. D'accord. Donc, on est sur la délibération qui consiste effectivement. Excusez-moi, j'avais juste une petite question. C'est par rapport à la capacité d'accueil des enfants au niveau du centre de loisirs au sein de ce bâtiment. La capacité d'accueil, elle avait été venue en réunion parce qu'aux premières réunions, il y avait la CAF qui était invitée. L'idée de départ était de faire de cet endroit un centre aéré qui pouvait recevoir à la fois les enfants de l'école élémentaire, mais aussi les enfants de la maternelle, afin de synergiser les deux écoles. Malheureusement, il y a des règles et les représentants de la CAF ce jour-là nous avaient dit qu'il fallait un espace, une certaine distance par enfant. Et quand on avait le projet sous les yeux, ça ne pouvait convenir qu'aux enfants de l'élémentaire. C'est pour cela qu'on a fait les enfants de l'élémentaire sur le pavillon. Donc combien du coup? On est sur à peu près 70 enfants en moyenne au centre aéré en élémentaire. Donc on peut accueillir 70 enfants. Ce sera les enfants qui sont actuellement sur l'école élémentaire, qui fréquenteront le pavillon. La maternelle, pour l'instant, les enfants qui sont à la maternelle resteront à la maternelle. Je crois qu'il y a un étage, non? Mais malgré l'étage, malgré la surface, nous avait imposé, nous avait mis les textes sous les yeux en disant vous prenez le nombre d'enfants, vous avez un périmètre par enfant, on pourrait appeler quelque part ça l'espace vital, et en fonction de cet espace, vous avez le nombre d'enfants à traiter. Et donc, au regard du projet et de ce qu'on pouvait faire, on ne pouvait accueillir que les enfants. En termes de surface au sol, on est à combien de mètres carrés? Je ne sais plus, on pourrait vous le dire. Surface de plancher, vous voulez oui, dire? Pas qu'au sol. Oui, au sol. Le pavillon doit faire 300 et quelques mètres carrés. J'allais dire 350, mais pas sûr. Ça, vous l'avez visité?
Non, j'ai pas pu. Vous n'avez pas pu? Oui, j'ai pas pu. Pour des raisons personnelles, j'ai fait que les écoles. D'accord. Bon, d'autres remarques? Il y aura bien une mutualisation comme Zéro, c'est tout ça. Chaque fois qu'on peut mutualiser les bâtiments, c'est Je parle juillet-août par exemple. une bonne chose. Donc cette délibération numéro 13, je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Blebardier, Madame Sens, Monsieur Quesnesson, le reste est pour. Merci. On continue. Jean-Marc, on est sur l'économie. Ouais. Délibération 14, donc c'est un plan de financement pour aller chercher des subventions de fonctionnement auprès de la DRAC pour l'entretien, la rénovation des toitures des bas-côtés de l'église nord et sud. Donc une dépense de travaux à hauteur de 5 132,44 et la DRAC peut intervenir entre 20 et 25%. Donc si vous en êtes d'accord, si vous validez ce plan de financement, nous pourrons aller solliciter la DRAC pour alléger la facture d'entretien de la toiture de l'église. Des remarques? Quand on dit toiture des bas-côtés, c'est les pentes, c'est ça? Oui, côté. Donc il y a les tuiles. C'est pas cher. Non, mais on trouvait que c'était pas cher, c'est pour ça. C'est l'entretien. C'est de l'entretien, c'est du C'est rénovation. de la rénovation. Il y a marqué pas la toiture. restauration. On ne change pas la toiture. Ah, mais Oui. c'est sympa. C'est Oui, du fond, quoi. des tuilages, c'est ce qu'on appelle le remaniage. des tuiles, le balayage, etc. On change les tuiles cassées éventuelles, etc. On s'était la même réflexion. Il n'y a pas de blanc. Qui est contre cette délibération? Un remaniement ministériel et un remaniement. Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue. Délibération suivante, c'est une délibération juste administrative sur un sujet que l'on a déjà évoqué en conseil concernant le plan de financement de la restauration du plafond du salon noir, qui, je vous le rappelle, va être subventionné en quasi-totalité par la Fondation du patrimoine. Nous avions une dépense pour la stabilisation et la préservation des peintures et du plafond à caisson du château Chavat, du salon noir du château Chavat à hauteur de 10 383 €. C'était la part subventionnable et le reste à charge de la commune est d'un montant de 388,50 €. Des questions, des remarques? C'est pour flécher effectivement les fonds qui viennent de la Fondation du patrimoine, qui ont décidé de financer dans sa quasi-totalité la rénovation du plafond à caisson du salon noir. Donc c'est vrai que pour 398,50 €, ça vaut quand même beaucoup. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 16, je vous ai dit qu'on a laissé de côté. On va passer à la 17, c'est la mise en place effectivement d'un compte épargne-temps. Je sais plus où je suis là. Voilà, ouais. Donc, on va ouvrir un compte épargne-temps pour que tous les titulaires et les contractuels qui justifient d'une année de service. Hein. Donc, en fait de compte, le compte épargne-temps, ça permet aux employés de mettre des jours de côté dans la limite qui seront fixés, Henri, que vous combien 5 par an. 5 par an pour un temps complet. De telle manière, c'est une possibilité qui sera donnée. Et puis après,
Donc les gens qui n'auront pas pris leur congé ou qui voudront effectivement les mettre dans le compte épargne-temps pourront le faire à hauteur de 5 jours par an. Ça se fait pratiquement dans toutes les collectivités. Nous ne l'avions pas fait. Je crois que ce sera bienvenu de la part pour les agents. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? C'est vraiment administratif. Ça. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. En ce qui concerne donc, j'avais demandé si vous me rappeler quelque chose, Marie. Oui, il y a autre chose de conseil là. Bon, vous savez qu'effectivement, on a des élections, il n'y a pas longtemps, et les élections régionales, pas sous votre contrôle, M. Pernet, les départementales et les régionales, le 13 et le 20. C'est ça, hein? Si le 1er avril, on est toujours... Comment? Si au 1er avril, on est toujours même plus. Pourquoi? Il y a quelque chose de revoyant. On avait été dit que vous le président attendait le 1er avril pour l'instant, c'est comme ça. Alors, ce sont des élections. Alors, ce sont des élections qui sont effectivement très gourmandes en personnel, puisqu'il va y avoir 4 bureaux de vote et un 5e centralisateur. Donc on va faire ça au niveau des écoles, de telle manière à pouvoir faire en sorte qu'il y ait la distanciation nécessaire, donc que chaque bureau sera dans une salle de classe. Normalement, on devrait avoir effectivement 4 bureaux de vote le 13. Les régionales, elles vont peut-être se dérouler effectivement rien que le 13 si une liste dépasse les 25% ou les 12,5% des inscrits, c'est ça, hein, 12,5% des inscrits. Mais donc il faudra, on fera une réunion spécifique de telle manière à ce que tout le monde puisse effectivement, sur ces jours-là, prendre des créneaux de telle manière à ce qu'on ait suffisamment d'assesseurs pour pouvoir organiser le bureau de vote, ou les bureaux de vote dans les meilleures conditions. Généralement, on fait 4, on ne sait pas si ça va fermer à 18h ou à 19h. On va le savoir dans quelques temps. Mais généralement, on fait des créneaux, effectivement, on fait 8h, 13h, avec 2 créneaux de 2h30. Et puis après, on fait 13h, 18h, avec 2 créneaux de 2h30. Donc il faudra voir, effectivement, et on vous demandera assez rapidement, d'ailleurs, de vous positionner sur ces 2 dimanches, de telle manière qu'on ne soit pas dépourvu le jour de l'élection et qu'on ne se retrouve pas avec, parce qu'il y a beaucoup de communes qui vont avoir des soucis pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc voilà, en principe c'est le 13 et le 20. À part ça, moi je n'avais pas grand chose de plus. Monsieur Guénesson. On parlait de 2 juste tout à l'heure. Oui. On parlait de 2 lots tout à l'heure qui étaient non affectés. Je n'ai pas compris. Tu as parlé de 2 lots tout à l'heure qui étaient non affectés. Ah voilà, oui. Afin de contrôler l'information que je voulais vous donner, c'est par rapport effectivement au pavillon Chavat. Nous avons ouvert les plis avec l'architecte et il y a 2 lots qui n'ont pas été affectés. Je crois que c'est les menuiseries acier et l'autre c'est afin de contrôler les relances, hein, c'est de l'eau, donc de telle manière l'ascenseur, voilà. Parce que vous savez qu'on a un petit, on fait le monte-charge, hein, puisque l'accessibilité aux handicapés sera réalisée dans ce pavillon, puisque pour ceux qui le connaissent, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous l'avez visité, on a des différences de niveau. Donc on a un premier niveau, puis après on descend de 2 ou 3 marches pour avoir un second niveau, ça au rez-de-chaussée. Et on a un petit monte-charge qui va faire la différence pour les personnes à mobilité réduite, de telle manière à ce qu'ils puissent effectivement accéder à l'intégralité du rez-de-chaussée. On ne nous oblige pas effectivement de mettre l'ascenseur qu'à l'étage. On est tombé sur des sous-traitants qui nous ont envoyé des devis qui étaient des devis inconsidérés, qui ne correspondaient pas à la réalité, ils ne fabriquent pas. Donc on relance effectivement ce lot. Et puis on avait un deuxième lot, et c'est là que la DRAC est intervenue
si vous voulez, l'arrière du pavillon, mais Jean-Marc le dirait mieux que moi, il y avait une terrasse, qui était une terrasse ouverte. Elle a été fermée par la maison de retraite à l'époque, et l'architecte s'est aperçu qu'effectivement, il fallait lui redonner son aspect originel. Et nous, on voulait quand même récupérer effectivement cette surface comme pièce, quoi. Donc le compromis qui a été trouvé, c'est de faire un vitrage. Et l'architecte des bâtiments de France nous a dit, oui, mais si vous mettez un vitrage en alu, vous allez avoir des épaisseurs de menuiserie comme ça, et sur le bâtiment, ça ne va pas aller. Donc il faut mettre des menuiseries à acier. C'est pour ça qu'il y a un lot menuiserie alu et un lot menuiserie acier. En fin de compte, la menuiserie acier, c'est très fin et ça permet effectivement d'avoir du vitrage, d'avoir l'impression qu'effectivement, il n'y a pas de montant. Au fait, du moins que les montants soient réduits à leur plus simple expression. C'est ça, Jean-Marc? Bon, donc effectivement, c'est la menuiserie acier, parce qu'on n'a pas trop de spécialistes qui font ce genre de choses. Si vous en connaissez, il faut nous le dire. Il semblerait qu'effectivement, il y en ait un sur Bazas qui travaille. On va essayer de voir s'il répond cette fois-ci. Voilà. Donc il y a de l'eau qui sont relancées sur Monsieur Kélisson. Juste une simple question, ça concerne le vaccin Covid. Ah oui. On rencontre beaucoup de personnes rencontrent des difficultés pour avoir des créneaux horaires, des créneaux pour se faire vacciner. D'aucuns posent des questions parce que se trouvent assez désemparés, encore plus de par le fait du retrait d'un certain vaccin cet après-midi, là par le président de la République, la demande. Est-ce qu'effectivement il y a une demande au niveau de la commune par rapport à des personnes âgées ou vulnérables par rapport à leur pathologie, qu'elles se sont identifiées? Est-ce qu'il y a une aide qui est consentie pour leur trouver des créneaux? Enfin, je sais bien que vous n'êtes pas médecin, personne n'est médecin, mais pour leur trouver des créneaux, si tu as des difficultés à Langon, ça se regarde plutôt sur l'Argole. D'aucuns vont se faire vacciner au CHU, d'autres sur Arcachon. Donc voilà, est-ce qu'il y a une. Parce que j'ai rien trouvé sur le site. Oui, voilà. Donc, juste pour pouvoir donner une réponse claire à des gens qui me questionnent à moi comme président de la rue. Moi, je ne suis pas Madame Irma. Il va vous répondre. Je vais vous répondre. Voilà. Donc, au CCAS, on a fait une mise à temps. Toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Il y a un mois à peu près. Ça fait un mois. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez le dire, s'il y en a qui souhaitent s'inscrire sur cette liste-là, effectivement c'est très compliqué pour avoir des rendez-vous. Donc nous, au CCAS, on s'occupe de prendre des rendez-vous pour ces personnes-là. D'accord. Et après on leur téléphone pour dire vous avez rendez-vous à telle heure. Alors je vous confirme que sur Langon, on a réussi à avoir que 4 rendez-vous depuis un mois. Tous les gens qu'on a envoyés, on les a envoyés à l'Aréole. Donc, et pour les gens, donc on a 76 personnes là, qui sont sur les attentes. J'ai 76 personnes, on a 35 qui ont eu un rendez-vous qui sont vaccinés à ce jour. On avait espoir là, de pouvoir en vacciner quelques-uns à la pharmacie. Et on vient d'apprendre qu'il n'avait que du Sénégal. Et j'ai demandé au CCAS de ne pas effectivement lésiner sur les moyens en ce qui concerne effectivement ces personnes qui n'ont pas de possibilité de transport. Donc, si vous voulez, moi ce que j'ai demandé au CCAS, et la commune le prendra en charge, c'est de grouper les gens qui n'ont pas effectivement. On prendra donc un chauffeur qu'on a qui s'occupera et on louera un véhicule à Super U pour emmener les gens sur le centre de vaccination. Ça c'est prévu. Voilà. Pour l'instant, ils se sont véhiculés tout seuls. Et dès qu'on a effectivement une difficulté sur quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, il y aura un chauffeur et on essaiera de regrouper 3 ou 4 personnes de telle manière à l'amener 3 à la fois, ou 4, soit sur Langon, soit sur l'Aréole, sur Bordeaux s'il faut, de telle manière à ce qu'ils soient vaccinés. Mais on va été donné au CCAS de ne pas lésiner quant au fait que. En passant par Super U, on peut louer un véhicule et c'est vite fait. Et actuellement, on a amené une personne, mais avec le véhicule CCAS, puisqu'il peut véhiculer qu'une personne, donc qu'on n'a pas pu. Mais effectivement, c'est compliqué pour avoir des rendez-vous sur 4 personnes. C'est très compliqué. Pour regrouper, mais on se débrouille et on va y arriver. Et je pense que si ça continue. Il faut le répéter, combien? 76 personnes 76 personnes sont sur les attentes et il y en a 35 qui ont eu un rendez-vous qui sont déjà vaccinés. Et une piqûre ou deux? Deux, c'est le Pfizer. Ils ont eu le Pfizer. À l'Aréole, ils ont eu le Pfizer. À Langon, je ne sais pas, il n'y en a que 4 personnes qui étaient à Langon. À Langon, ils en sont encore à vacciner des gens malades. Maintenant, si vous avez des gens qui n'ont pas encore contacté le CCAS, il faut leur dire. Non, c'est une certaine inquiétude. Oui, après, poser des questions. Voilà, il faut les orienter. Directement au CCAS. Donc,
qu'il y a des enfants qui... Par contre, je précise bien les gens de la commune. Bien sûr, oui. Uniquement les gens de la commune. La secrétaire du CCRS téléphone tous les jours au centre de vaccination. Deux fois par jour. 2 fois par jour. Et essaye d'avoir des rendez-vous. Elle s'est même déplacée une fois, je crois. Oui, c'est ça. Elle est à Lango au centre de vaccination parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Pour essayer de comprendre. On est très proactif là-dessus parce qu'on sait qu'effectivement il y a des gens qui sont en difficulté. Le résultat est là, quand même 76 personnes, 35 vaccinés, possibilité de transport. Et quelque part, s'il y a des gens qui n'ont pas encore. Parce qu'il y a une bouche à oreille sur les sacs, ça s'est dit beaucoup, hein, qu'effectivement le CCRS le faisait. Donc ça doit être des personnes qui sont isolées peut-être, à qui il faut effectivement qu'il faut orienter vers le CCRS. Il y a un suivi, monsieur Martin, il y a un suivi puisque on les appelle. Oui. Et je les ai appelés le 11 et il y en a quelques-uns qui me disent qu'ils se débrouillent tout seuls, il y en a qui me disent exactement ce qu'ils veulent et où ils en sont. Non mais Serge Kennesson dit qu'effectivement il y a des personnes qui n'ont pas eu encore l'info. Oui, puis mélanger un peu le fait de ne pas avoir internet, etc. De pas pouvoir il faut les gens. Ce discours est cohérent et correct. Il faut le message à faire passer. Il faut les relayer. Soit leur donner 05 56 27 02 83 et ils appellent le CCRS. Il n'y a pas de problème. Madame, comment elle s'appelle? Sur le mascaré, on l'a mis quand même. Chez nous, ce sera un plaisir effectivement de les mettre sur la liste d'attente et de les positionner dès qu'ils auront un rendez-vous. Voilà. Oui, ou pardon. Oui. Moi, je voulais juste revenir sur ce courrier que Marie vous a en principe envoyé là, à tout le conseil municipal. Donc c'est un courrier qui a été envoyé aux habitants du hameau des Vignes. Donc vous savez, hein, ce quartier est en pleine évolution. Et la particularité de ce quartier, c'est que les noms de rues, enfin justement, ces rues n'avaient pas de nom. Et donc, en fait, pour améliorer l'adressage au niveau des habitations, mais également des secours, on a proposé aux habitants de ce hameau de participer en fait à la dénomination de leur nom de rue. Donc vous avez vu ce plan là, il y a 5 rues en tout pour lesquelles il va falloir identifier des noms. On y a vu avec la commission démocratie participative voilà, la possibilité là de tester un outil de démocratie participative. Alors ça va se faire en plusieurs étapes. Il y a une première étape où les habitants vont faire des propositions de noms de rues. Ils ont jusqu'au 19 mars. Et à la suite de ça, on leur proposera un bulletin de vote et les habitants du hameau des Vignes pourront voter pour les noms de rues qu'ils préfèrent. Et ces noms de rues pour lesquels ils auront voté, on vous les soumettra évidemment pour approbation lors d'un prochain conseil municipal. À ce jour, j'ai regardé tout à l'heure, je ne sais pas si tu as regardé Yann aussi, on a à peu près une dizaine de réponses. Alors ça concerne un peu moins de 50 habitations. À ce jour, on a une dizaine de réponses, ce qui est plutôt pas mal. Et les gens qui nous ont répondu ont fait pas mal de propositions, puisque je pense qu'on a plus de 60 propositions de noms de rues. Donc il y aura du choix. Alors on a des noms de rues, très, très classiques, évidemment en lien avec les vignes, comme la rue des cépages, la rue des millésimes. Et puis on a des noms de rues, des propositions un peu plus poétiques, la rue des enfants des vignes. Voilà. Donc les habitants pourront choisir leur nom de rue. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet, c'est juste pour vous informer. La rue de la soif, non? La rue de la soif. Non, parce que ça existe à Rennes. Ça existe à Rennes déjà, il faut aller à Rennes. Ça existe à Mont-Vincent. Bon. Écoutez, oui. J'avais une question, s'il vous plaît. C'est un sujet qui est plus communautaire que municipal, mais comme il concerne la commune, et plus précisément les communes de notre rive, de la rive gauche, c'est ce projet d'adhésion à l'SPF Rigironde. En conférence des maires, le 9 février, et plus récemment au dernier conseil communautaire du 24 février, vous avez engagé nos communes de la rive gauche à adhérer au projet de ce SPF. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ça, c'est en fait une société publique qui vise à récupérer la collecte et le tri de nos déchets recyclables sur nos poubelles. Alors la mienne, elle est verte, mais maintenant il y a d'autres couleurs.
Et donc j'ai regardé avec intérêt les interventions de Madame la vice-présidente d'Euro et les questions de Michel Garat, élu communautaire de Barsac. Un peu circonspect, surtout au vu de l'article qui est paru dans le Républicain jeudi dernier. Je me suis permis de contacter M. Dupuis à la CDC pour avoir quelques explications. Julien, Et bon, ce qu'il en ressort, c'est que visiblement, de notre côté, on serait à isoservice par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment d'objectif de coût, parce que là, le coût, on est dans une... Il n'y a même pas, d'après ce que j'ai compris, une prospective financière bien chiffrée aujourd'hui. Et le problème, les gens soucieux de l'écologie en conviendront, on est à 60 km pour amener les déchets, avec une rupture de charge qui en plus serait à notre charge quelque part dans notre de mer. Qu'est-ce qui vous conduit à vouloir amener notre groupe de communes vers là? Moi, rien ne me conduit. D'abord, j'étais pas sur le secteur, j'étais pas à l'association des maires. Mais pour en avoir parlé, si vous voulez, c'est une vieille histoire, cette société publique locale. Comment? C'est la SPL. C'est la SPL. Oui, oui. Pour emmener les déchets à Saint-Denis-de-Pile. Exactement. Voilà. Donc, on est sur cette société publique locale, c'est une vieille histoire. L'ensemble des acteurs de la Gironde, y compris la métropole, s'était lancé lorsqu'on a connu effectivement l'extension de la collecte de tri, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de capter tout ce que l'on peut capter en termes de plastique et autres, même si ce n'est pas forcément recyclable. Le problème étant qu'à un moment donné, si on le capte, il n'ira pas dans la nature où on l'aura effectivement dans les poubelles vertes. La SPL s'était créée donc effectivement au niveau de la Gironde, et puis la métropole s'est sortie. Oui. Le bassin d'Arcachon a dit bon, on verra. Montesquieu. Et puis on s'est retrouvé effectivement avec le Médoc, le Blayais, le Livournais et tout le sud Gironde. Il se trouve qu'à un moment donné, et vous avez raison, il y avait une implantation qui devait se faire à peu près au barycentre. Si ça avait été si Bordeaux avait adhéré ainsi que le bassin d'Arcachon, la localisation aurait été sur l'Irlande, sur les 14 hectares de Lucton. Mais au fur et à mesure effectivement des défections, on a vu effectivement le barycentre de ce grosse patatoïde effectivement se déplacer. C'est pour ça qu'il s'est positionné aujourd'hui sur Saint-Denis-de-Pile. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une usine possible sur le secteur pour faire en sorte de pouvoir effectivement trier tout ça. J'en conviens avec vous effectivement. On est sur des transports qui sont des fois assez particuliers, mais on ne peut pas aujourd'hui par rapport à ces tri collectés se permettre d'avoir plusieurs implantations d'usines par-ci par-là. Je pense que vous faites référence effectivement à ce qui se passe sur ILAT, c'est plus particulièrement la société qui là est une société privée, mais c'est le choix du public contre le privé qui a été fait par le président de la communauté de communes. C'est-à-dire effectivement d'aller vers certainement pas un système de régie, mais plutôt quelque chose qui effectivement est géré d'une manière publique, alors que là sur le secteur nous avions effectivement la COVED qui, elle, a mis en place un process assez important, juste à côté de là où vous travaillez. D'ailleurs, je pense que vous l'avez visité. Oui, oui. C'est quelque chose d'assez remarquable. Ils ont investi 20 millions d'euros et ils sont passés de 35 à 55 personnes. Oui. Mais sur la CFE, la TVAE, sur le territoire. Mais vous savez d'où viennent, est-ce que vous savez d'où viennent effectivement la collecte de tri, tout ce qui vient sur l'IA, est-ce que vous savez d'où ça vient? Ah oui, de très très bon. On est d'accord. Ça vient de Pau. Il y a de Pau. Le plus loin, c'est Pau. Ah, nous en avons partout. Ouais. Nous, on avait la chance quand même d'avoir ce dispositif à côté. Nos communes de cette rive. On est d'accord. Mais
On est d'accord. Donc moi le choix, je l'ai pas fait de ce côté-là, je suis tout à fait tranquille par rapport à Et ça. si ça peut vous rassurer, moi je me suis abstenue pour ça. Au dernier conseil communautaire, je n'ai pas du tout... C'est vrai qu'effectivement, sauf qu'il fallait passer les marchés effectivement avec la Covel. Et on était donc aujourd'hui quelque part lié au départ de cette SPL. Il y a peut-être, comme vous le disiez, en cours de route, jusqu'à encore il y a 2 ans, il y a Montesquieu, la communauté des communes de Laval, a débarqué assez récemment de ce projet-là. Ouais. Donc il était possible, en ne ratifiant pas ça au dernier conseil communautaire, de facto d'en débarquer. Encore le 24 dernier. 60 km pour aller trier des déchets. Sauf qu'à un moment donné, on est tenu par la collecte de tri. Aujourd'hui, on est sur des marchés Covel. Oui. Et les marchés Covel, pour l'avoir vécu, ouais. on a quand même des difficultés. Le dernier marché, moi, du temps où j'étais président, le dernier marché en ce qui concerne les ordures ménagères, il n'y avait qu'un pétitionnaire. C'était la Covel. On l'a déclaré infructueux. 3 semaines après, il n'y en avait toujours qu'un. Et sur le marché, on a pris 120 000 euros. Ouais. Mais là, vous avez, M. Casimajou en a convenu, Dominique Lévy en a convenu aussi. En termes de paramètres financiers, ce qu'on sait, c'est qu'on va sortir, quand je dis on, c'est la CDC, on va sortir 50 000 euros pour entrer dans le capital de cette SPL. Ouais. On sait que la rupture de charge, soit on paiera une prestation, soit le quai de transbordement, ça coûte à peu près 300 000. On n'a aucune idée, la Covel, vous venez de le dire, enfin Patrick, vient d'investir 20 millions d'euros pour un centre de tri conforme aux objectifs. Non, mais j'assume. Donc on ne sait pas combien ça va coûter du tout cette Ils ont tardé. De toute façon, la Covel, c'est un peu leur faute parce qu'ils ont tardé quand même. Hein. Ils ont pas. Maintenant, ils se sont lancés. Mais quand on a commencé à faire la SPL, à en parler, etc., ils n'étaient pas du tout... Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord. Mais l'acte d'engagement, c'est le 24 février dernier. Avant le 24 février dernier, vous n'étiez marié à personne. Tout à fait. Mais là aujourd'hui, le conseil communautaire a pris une décision qui est celle qu'elle est. Et elle correspond effectivement aux engagements qui avaient été pris à l'époque. Le quai de transfert, c'est pas évident qu'il soit sur le Vitsor dans l'entre-deux-mer. Il pourrait peut-être être sur l'Angon et utiliser le quai de transfert qu'il y a aujourd'hui effectivement au Sicton. Parce qu'il y a le site là où il y a le 6, vous savez, le site du Sicton qui pourrait effectivement servir de quai de transfert. Mais qui nous facturerait les prestations? Après, il faut regarder effectivement. Je ne suis pas persuadé que la SPL ne soit pas une mauvaise affaire. Comme effectivement, la Covel fait 150 km, 180 km pour venir effectivement sur Ilat. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, les affres et les planètes ne sont pas forcément alignées. La Covel a mis en place un gros process là-dessus. Ouais. Et puis les choses sont parties différemment en ce qui concerne effectivement les communautés de communes. Nous on comptait beaucoup à ce que la métropole s'engage à fond là-dedans, ainsi que tout ce qui était le bassin d'Arcachon, qui nous aurait permis effectivement d'avoir peut-être deux usines. On a voulu effectivement, ou ils ont voulu, parce que bon, moi j'étais pas à l'époque, c'était surtout sur la communauté de communes de comment elle s'appelle cette commune? La Ville-Vienne? Non. Sur le haut, celle de l'île-de-Pile, effectivement, c'est M. Guidoni qui effectivement a mis en place ça. Bon voilà. Après l'adhésion, c'est faite au niveau du conseil communautaire. Bon, l'explication, c'est qu'on a formalisé des engagements qu'on avait imaginés depuis décembre 2016, juste pour les tenir, sans réviser notre position par rapport à ce que nous pouvions trouver plus frais, plus rationnel, au moins financièrement. Ça c'est pas évident, parce qu'avec Covel, il faut savoir effectivement comment se passent les marchés.
effectivement, je vous laisse vos propos par rapport effectivement mais le rationnel et le plus économe. Hein. Ça a été compliqué. Le rationnel le plus économe avec Covet, c'est compliqué quand même. Hein. C'était très compliqué. Là, de toute façon, là vous allez, enfin la SPL va construire une usine dont on ignore le montant, plusieurs dizaines de millions d'euros, pour de toute façon la filer en régie à une entreprise privée également, parce que ce ne sera pas une gestion régie par des employés. Non, c'est pas en régie, il ne va pas la donner en régie. Il va être confié. Il va faire une DSP. Voilà, il va faire une DSP auprès. Mais il va maîtriser. Ouais, il va maîtriser. Il va maîtriser. Voilà. Alors que, là je vous dis, effectivement, moi je vois Covet, je vois Covet aussi sur la déchetterie. Et après, Covet d'aujourd'hui est en situation de quasi-monopole sur le secteur. Ah, je ne sais pas, il y avait Veolia, vous parlez du Simon, Veolia, ils n'y viennent pas sur les appels d'offres. Ils n'y viennent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas. Ils s'entendent entre eux. Hein? Parce qu'ils s'entendent entre eux. Moi, je sais pas pourquoi. Moi, je comprends pas. Enfin là, promenez. Je comprends pas. Vous dites, les amis du M. Bayrou promènent leurs poubelles 120 km. C'est leur affaire. Ça, c'était dans vos mains à vous, et c'est les nôtres poubelles, qui là vont se promener à 60 et quelques bornes. Mais le problème, si vous voulez, je ne pense pas qu'il soit là. Je ne pense pas qu'il soit là. Il est surtout effectivement dans la maîtrise des coûts. Et ne pas forcément lancer à chaque fois des appels d'offres qui nous reviennent à travers le nez avec des montants et des augmentations dont on ne maîtrise pas. C'est ça qui est compliqué. Mais effectivement, les SPL normalement devraient permettre de faire ces économies d'échelle-là. Même s'il y a du transport. Ouais. Parce qu'on aurait, voilà, même s'il y a du transport. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Ouais. Merci. Merci à tous.